Le rêve des économistes, d'Adam Smith à Keynes, a toujours été que le progrès et les seuils de productivité du capital seraient la source d'une désintensification du travail. Or, il n'est pas très original de constater qu'il n'en est rien et que le travail continue majoritairement, pour ceux qui en cherchent comme pour ceux qui en ont, d'occuper leur agenda dans des proportions qui s'étendent au-delà de l'emploi, dans les sphères associatives, culturelles ou familiales. Au point d'ailleurs qu'au Japon, le terme de kasho-bio ou maladie du manager a été inventé pour décrire le stress insurmontable suscité chez les cadres moyens par la hantise de ne pas être promus, de décevoir leur équipe, de se couvrir de honte ou, pire encore, de mécontenter leur patron et d'affaiblir leur entreprise. En bref, l'analyse économique du travail est insuffisante aujourd'hui pour comprendre ces mécanismes aussi bien que son horizon. Tournons-nous donc vers ce que les anthropologues peuvent à leur tour nous apprendre, eux qui, pour avoir étudié l'humanité depuis son commencement, savent que dans certaines civilisations, les diamants n'ont aucune valeur, mais l'eau n'a pas de prix. C'est là le point de départ de l'enquête que l'anthropologue James Suzman consacre à cette question dans un livre récemment traduit en français. Étude consacrée à des contrées et un temps lointain, celui des chasseurs-cueilleurs et de la tribu des Yu'oansi présents dans le désert namibien de Kalahari. Du reste, c'est Claude Lévi-Strauss le premier qui avait noté que l'invention du feu menait droite aux machines dans la mesure où il avait permis à nos ancêtres de se consacrer à des activités de loisirs et que corollairement, c'était l'activité opposée, donc le travail, qui avait été créé. En passant du cru au cuit, l'humanité inventait une manière de transformer les objets et donc inventait le travail. En fait, tout comme les aliments crus sont travaillés par la combinaison de l'action humaine et du feu pour se transformer en repas, explique Suzman, un charpentier transforme ses arbres en meubles, un enseignant travaille à transformer l'ignorance de ses étudiants en connaissances, et un responsable du marketing travaille à transformer du stock en marge commerciale. Mais que constate-t-il plus globalement dans son enquête? Eh bien que, contrairement à l'idée reçue, nous travaillons au moins 2 fois plus que les Yu'oansi et qu'en conséquence, notre activité dédiée au loisir est moindre, sachant qu'il n'est pas sûr que nous trouvions dans ces 2 activités autant de satisfaction qu'eux. La chasse et la cueillette n'étaient pratiquées après tout que pour répondre aux besoins immédiats du groupe et rien de plus, alors que nous nous exténuons, tel Sisyphe, à dépenser une force et une énergie dont nous manquons de plus en plus et à tous égards, qui paraissent de moins en moins nous satisfaire. Or, le travail dans ces tribus avait pour caractéristique d'être un système à retour immédiat, sans lien hiérarchique entre les individus. Ce n'était pas le chef qui attribuait la prise d'une partie de la chasse, mais la personne qui possédait la flèche qui avait tué l'animal, raconte Suzman. Il n'était donc pas rare que des chasseurs assidus empruntent des flèches à d'autres, moins zélés, pour éviter d'avoir à distribuer la viande. Cela signifie également que les vieillards, les myopes, les boiteux et les paresseux avaient eux aussi l'opportunité de se retrouver de temps à autre au centre de l'attention. Car ce n'était pas la peur de manquer qui produisait l'action, mais simplement la satisfaction d'un désir immédiat à contenter. Or, un économiste tel que Keynes, aux alentours des années 30, espérait bien qu'un jour cette situation se reproduirait à l'identique dans nos sociétés, qu'à un moment donné, du développement technologique notamment, le problème de la rareté serait résolu et que seuls les imbéciles travailleraient plus que nécessaire et que quiconque rechercherait la richesse pour le plaisir de s'enrichir serait tourné tout simplement en ridicule. Or, les prévisions optimistes de Keynes, c'est moins que l'on puisse dire, ne se sont pas produites. Dès lors, peut-être serait-il temps de dépasser le cuit sans forcément revenir au seul crudivorisme. Car ce que les travaux de Lévi-Strauss mettaient surtout en évidence, c'est qu'une expérience comme celle du feu nous oblige finalement à développer de nouveaux paradigmes du travail. À l'heure de la crise énergétique et du syndrome d'épuisement professionnel par surmenage ou par ennui, nous devons également revoir nos dispositifs managériaux. En bref, c'est la petite cuisine du management qu'il nous faut repenser afin de réinventer le goût du travail.